Roberto Saggini, administrateur d'une petite fabrique de papier, 46 ans, les cheveux gris, bel homme, arrêta son auto à quelques pas d'un bar tabac encore ouvert, on ne sait trop par quelle chance. Il était 2 heures du matin. « 1 minute, je reviens tout de suite », dit-il à la jeune femme assise près de lui. C'était un beau brin de fille. À la lumière des réverbères, au néon, son rouge à lèvres se détachait comme une fleur épanouie. Devant le tabac, plusieurs voitures étaient garées. Il avait dû s'arrêter un peu plus loin. C'était un soir de mai. L'air printanier était tiède et vif à la fois. Toutes les rues étaient désertes. Il entra au bar, acheta ses cigarettes. Comme il était sur le pas de la porte et s'apprêtait à rejoindre sa voiture, un appel sinistre résonna. Est-ce qu'il venait de la maison d'en face? D'une rue latérale? Ou bien ces créatures surgissaient-elles de l'asphalte? 2, 3, 5, 7 silhouettes rapides fondirent concentriquement en direction de la voiture. « Allez, tombez-lui dessus !» Et là-dessus, un coup de sifflet prolongé, modulé, la fanfare de guerre de ces jeunes canailles. Aux heures les plus imprévues de la nuit, ce signal tirait de leur sommeil des quartiers entiers, et les gens, frissonnants, se pelotonnaient encore plus dans leur lit, en priant Dieu pour le malheureux dont le lynchage commençait. Roberto mesura le danger. C'est à lui qu'ils en avaient. On vivait une époque où les hommes de plus de 40 ans y réfléchissaient à 2 fois avant d'aller se promener en plein milieu de la nuit. Après 40 ans, on est vieux. Et les nouvelles générations éprouvaient un total mépris pour les vieux. Un sombre ressentiment dressait les petits-fils contre les grands-pères, les fils contre les pères, et ce n'est pas tout. Il s'était créé des espèces de clubs, d'associations, de sectes, dominées par une haine sauvage envers les vieilles générations, comme si celles-ci étaient responsables de leur mécontentement, de leur mélancolie, de leur désillusion, de leur malheur, qui sont le propre de la jeunesse depuis que le monde est monde. Et la nuit, des bandes de jeunes se déchaînaient, surtout en banlieue, et pourchassaient les vieux. Quand ils parvenaient à en attraper un, ils le bourraient de coups de pied, ils lui arrachaient ses vêtements, le fouettaient, le peinturluraient de vernis, et puis l'abandonnaient, ligoté, à un arbre ou à un réverbère. Dans certains cas, tout à la frénésie de leur rite brutal, ils dépassaient la mesure. Et à l'aube, on trouvait au milieu de la rue des cadavres méconnaissables et souillés. Le problème des jeunes, cet éternel tourment qui, depuis des millénaires, s'était résolu sans drame de père en fils, explosait finalement. Les journaux, la radio, la télévision, les films y étaient pour quelque chose. On flattait les jeunes, on les plaignait, ils étaient adulés, exaltés, encouragés à s'imposer au monde de n'importe quelle façon. Jusqu'aux vieux, qui, apeurés devant ce vaste mouvement des esprits, y participaient pour se créer un alibi, pour faire savoir, mais c'était bien inutile, qu'ils avaient 50 ou 60 ans, ça oui, mais que leur esprit était encore jeune et qu'ils partageaient les aspirations et les souffrances des nouvelles recrues. Ils se faisaient des illusions. Ils pouvaient bien raconter ce qu'ils voulaient. Les jeunes étaient contre eux. Les jeunes se sentaient les maîtres du monde. Les jeunes, en toute justice, réclamaient le pouvoir jusqu'alors tenu par les patriarches. L'âge est un crime. Tel était leur slogan. D'où les chasses nocturnes, devant lesquelles l'autorité, inquiète à son tour, fermait volontiers un œil. Tant pis pour eux, après tout, si des croulants, qui auraient mieux fait de rester chez eux au coin du feu, s'offraient le luxe de provoquer les jeunes avec leur frénésie sénile. C'étaient surtout les vieux en compagnie de femmes jeunes qui étaient visés. Alors la jubilation des persécuteurs ne connaissait plus de bornes. Dans ces cas-là, l'homme était ligoté et roué de coups, tandis que, sous ses yeux, sa compagne était soumise, par ses contemporains, à de longues violences corporelles raffinées de tout genre. Roberto mesura le danger. Il se dit « Je n'ai pas le temps d'arriver jusqu'à l'auto, mais je peux me réfugier au bar. Ces petits salauds n'oseront pas entrer. Elle, au contraire, elle aura le temps de fuir. »« Sylvia ! Sylvia !» cria-t-il. « Démarre, dépêche-toi, vite !» Heureusement, la fille comprit. D'un coup de hanche rapide, elle se glissa devant le volant, mit le contact, passa en première et démarra à toute allure en emballant le moteur. L'homme eut un soupir de soulagement. Maintenant, il devait penser à lui.
Il se retourna pour trouver son salut dans le bar. Mais, au même instant, le rideau de fer fut baissé d'un seul coup. « Ouvrez, ouvrez !» supplia-t-il. Personne ne répondit de l'intérieur. Comme toujours, quand un raid de jeunes se déclenchait, ils restaient tous tapis dans leur coin. Personne ne voulait voir ou savoir, personne ne voulait s'en mêler. Il n'y avait plus un instant à perdre. Bien éclairés par des réverbères puissants, 7, 8 types convergeaient vers lui, sans même courir, tant ils étaient certains de l'attraper. L'un d'eux, grand, pâle, le crâne rasé, portait un tricot rouge foncé, où se détachait un grand R majuscule blanc. « Je suis fichu », pensa Roberto. Les journaux parlaient de ce R depuis des mois. C'était le signe de Sergio Regora, le chef de bande le plus cruel qui soit. On racontait qu'il avait personnellement réglé leur compte à plus d'une 50aine de vieux. La seule chose à faire était de se risquer. À gauche, au fond de la petite rue, s'ouvrait une large place où s'était installée une fête foraine. Le tout était de réussir à arriver là sans encombre. Après, dans le fouillis des boutiques, des caravanes, ce serait facile de se cacher. Il partit à fond de train. Il était encore un homme agile, et il vit, du coin de l'œil, une gamine courtaude qui débouchait sur sa droite pour lui couper le chemin. Elle aussi portait un pull-over avec le R blanc. Elle avait un visage renfrogné, extrêmement déplaisant, et une bouche large qui criait « Arrête-toi, vieux cochon !» Sa main droite serrait une lourde cravache de cuir. La gamine lui tomba dessus, mais l'homme, porté par son élan, la renversa, et elle se retrouva par terre avant d'avoir eu le temps de le frapper. S'étant ainsi frayé un chemin, Roberto, avec tout le souffle qui lui restait, s'élança vers l'espace sombre. Un grillage entourait l'endroit de la fête foraine. Il le franchit d'un bond, courut là où les ténèbres lui semblaient les plus épaisses, et les autres, toujours derrière lui. « Ah, il veut nous échapper, le salaud !» s'écria Sergio Regora, qui ne se pressait pas outre mesure, convaincu de tenir déjà sa proie. Et il ose nous résister par-dessus le marché. Sa bande galopait à côté de lui. « Oh, chef, écoute, je voudrais te dire quelque chose. » Ils étaient arrivés devant la foire. Ils s'arrêtèrent. « Et t'as besoin de me dire ça maintenant ? Je voudrais bien me tromper, mais j'ai l'impression que ce type-là, c'est mon paternel. »« Ton père ? Ce salaud ? » ?»« Ouais, on dirait bien que c'est lui. »« Tant mieux. Mais je... Oh, tu vas pas la ramener maintenant, non ? » ?»« Bah, c'est que ça me paraît... » »« Quoi ? Tu l'aimes ? » ?»« Oh, ça non alors. C'est un tel imbécile, et puis un enquiquineur de première. Il n'en a jamais fini. »« Alors ? » ?»« Bah, ça me fait tout de même quelque chose, quoi, si tu veux savoir. »« Tu n'es qu'une andouille. Un froussard, une lavette. T'as pas honte ? Le coup s'est encore jamais produit avec mon père, mais je te jure que ça me ferait jouir. Allez, allez maintenant. C'est pas tout. Il faut le faire sortir de là. » Le cœur battant, essoufflé par sa course, Roberto s'était camouflé en se faisant le plus petit possible, devant une grande banne, peut-être celle d'un cirque, complètement dans l'ombre, tâchant de se fondre sous le pan de toile. À côté, à 5-6 mètres, il y avait une roulotte de romanichel, avec sa petite fenêtre allumée. L'air fut déchiré d'un nouveau coup de sifflet des jeunes voyous. Dans la roulotte, on entendit un remue-ménage. Et puis, une grosse femme opulente et très belle se montra sur le pas de la petite porte, curieuse. « Madame, madame !» balbutia Roberto de sa cachette incertaine. « Qu'est-ce qu'il y a ?» fit-elle méfiante. « Je vous en supplie, laissez-moi entrer. Je suis poursuivi, ils veulent me tuer. »« Non, 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 on ne veut pas d'embêtement ici. 20 000 lires pour vous, si vous me laissez entrer. »« Quoi ? 20 000 lires ? Non, non, ici, on est des gens honnêtes. » Elle se retira, referma la porte. On entendit le bruit du verrou intérieur, et puis, même la lumière s'éteignit. Silence, pas une voix, pas un bruit de pas. Est-ce que la bande aurait renoncé ? Une horloge lointaine sonna le quart de 2 heures. Une horloge lointaine sonna la demie de 2 heures. Une horloge lointaine sonna les 3/4 de 2 heures. Lentement, attentif à ne pas faire de bruit, Roberto se releva. Maintenant, peut-être, il allait pouvoir se tirer de là.
Soudainement, un de ces maudits lui tomba dessus et leva la main droite en brandissant une chose qu'on ne distinguait pas bien. Roberto, en un éclair, se souvint de ce que lui avait dit un ami bien des années auparavant. Si quelqu'un cherche la bagarre, il suffit d'un coup de poing au menton, mais l'important est de bondir de toutes ses forces au même moment, en sorte que ce n'est pas seulement le poing, mais tout le poids du corps qui frappe l'agresseur. Roberto se détendit, tandis que son poing rencontrait quelque chose de dur, avec un sourd craquement. « Ah !» gémit l'autre, s'affaissant lourdement sur le dos. Dans le visage contracté et douloureux, qui se renversait en arrière, Roberto reconnut son fils. « Toi, Ettore !» Et il se pencha, avec l'intention de le secourir, mais 3 ombres débouchèrent. « Il est là, le voilà. Tapez-lui dessus à ce sale vieux. » Il s'enfuit, comme un fou, bondissant d'une zone d'ombre à une autre, talonné par le halètement des chasseurs, toujours plus furieux et plus proches. Tout à coup, un objet en métal heurta sa joue, provoquant une atroce douleur. Il fit un écart désespéré, chercha une voie d'échappement. Il l'avait acculé aux limites de la foire, qui ne pouvait plus lui offrir de salut. Un peu plus loin, à une centaine de mètres, les jardins commençaient. L'énergie du désespoir lui permit de franchir cette distance sans être rejoint, et cette manœuvre désorienta même les poursuivants. L'alarme ne fut donnée qu'au dernier moment, alors qu'il avait déjà atteint la lisière d'un petit bois. « Par là, regardez-le, il veut se cacher dans le bois. Allez, suce au croulant !» La poursuite reprit. Si seulement il pouvait tenir jusqu'aux premières lueurs de l'aube, il serait sauvé. Mais combien de temps encore à passer avant ? Les horloges, çà et là, sonnaient les heures. Mais, dans son angoisse fiévreuse, il n'arrivait pas à compter les coups. Il descendit une colline, déboula dans une petite vallée, grimpa sur une rive, traversa une quelconque rivière, mais chaque fois qu'il se retournait et regardait derrière lui, 3, 4 de ses canailles étaient toujours là, implacables, gesticulant frénétiquement tout en le pourchassant. Lorsque, ses dernières forces épuisées, il se jucha péniblement sur le rebord d'un vieux bastion à pic, il vit que le ciel, au-delà de la masse des toits, pâlissait. Mais il était trop tard désormais, il se sentait complètement exténué, le sang coulait à flots de sa joue balafrée, et Régora était sur le point de le rattraper. Il devina dans la pénombre son ricanement blanc. Ils se retrouvèrent face à face, tous les deux, sur l'étroite arête herbeuse. Régora n'eut même pas à le frapper. Pour l'éviter, Roberto fit un pas en arrière, ne trouva que le vide, et tomba, roulant sur le versant à pic, tout en pierre et en ronces. On entendit un bruit mou, puis un gémissement déchirant. « Il n'y a pas laissé sa peau, mais on lui a donné la leçon qu'il méritait, » dit Régora. « Maintenant, il vaut mieux foutre le camp, on ne sait jamais avec les flics. » Ils s'en allèrent par petits groupes, en commentant leur chasse et en se tordant de rire. Mais elle avait duré longtemps cette fois. Aucun vieux ne leur avait donné autant de fil à retordre. Eux aussi, ils se sentaient fatigués. Qui peut savoir pourquoi, ils étaient très lasses. Le petit groupe se disloqua. Régora partit d'un côté avec la gamine. Ils arrivèrent à une place illuminée. « Qu'est-ce que tu as sur la tête ?» demanda-t-elle. « Et toi aussi ?» Ils s'approchèrent l'un de l'autre, s'examinant réciproquement. « Mon Dieu, tu en as une figure. Et tout ce blanc sur tes cheveux ? Mais toi aussi tu as une tête épouvantable. » Une inquiétude soudaine. Cela n'était jamais arrivé encore à Régora. Il s'approcha d'une vitrine pour se regarder. Dans le miroir, il vit très distinctement un homme sur la cinquantaine environ, les yeux et les joues flasques, les paupières flétries, un cou comme celui des pélicans. Il essaya de sourire, il lui manquait 2 dents, juste sur le devant. Était-ce un cauchemar ? Il se retourna, la fille avait disparu. Et puis, du fond de la place, à toute allure, 3 garçons se précipitèrent sur lui. Ils étaient 5, 8. Ils lancèrent un long coup de sifflet terrifiant. « Allez, allez !» Tombez-lui dessus au croulant. Maintenant, c'était lui le vieux, et son tour était arrivé. Régora commença à courir de toutes ses forces.
mais elles étaient faibles. La jeunesse, cette saison fanfaronne et sans pitié, qui semblait devoir durer toujours, qui semblait ne jamais devoir finir, et une nuit avait suffi à la brûler. Maintenant, il ne lui restait plus rien à dépenser.